Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Les eurodéputés ont adopté le rapport du grand fédéraliste Guy Verhofstadt le mercredi 22 novembre, rédigé par 5 élus, dont 4 Allemands. Leurs propositions ont pour but de réformer l'Union européenne, notamment après des perspectives d'élargissement. Alors, depuis le traité de Lisbonne signé en 2007, le monde a radicalement changé, a souligné l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt. Nous ne sommes actuellement pas préparés pour le monde plus brutal dans lequel nous sommes entrés et pas préparés non plus pour l'absolue nécessité d'une Union européenne élargie à 35 ou 37 États membres. Alors la solution serait moins de décisions prises à l'unanimité des États membres pour éviter les blocages, mais aussi à plus de pouvoir au Parlement européen. Alors pour en parler notamment de ça, puis on va élargir évidemment à l'Union européenne, pour parler de ce sujet, nous sommes ce matin avec François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, vous l'avez fondée en 2007. Et donc on l'a dit, le Parlement européen a voté le rapport Verhofstadt qui souhaite transformer finalement l'UE en une espèce d'État fédéraliste et détruire les nations. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce rapport Verhofstadt et puis de l'idéologie qu'il y a derrière ? Ah oui, alors d'abord, la construction d'États-Unis d'Europe remonte à très loin. C'est une vieille lune qui remonte même au grand dessein d'Henri IV il y a 4 siècles. Le rapport Verhofstadt, en fait, fait suite à un groupe de travail franco-allemand qui a été réuni par la France et l'Allemagne depuis plusieurs mois et dont j'ai parlé récemment dans une vidéo que j'ai publiée sur notre site UPR TV sur la mainmise des États-Unis qui s'accroît sur l'Union européenne. Ce groupe de travail qui a travaillé pendant plusieurs mois, dont sont issues la plupart des propositions du rapport Verhofstadt, était présidé rien moins que par une rapporteure allemande, Madame Daniela Schwarzer, dont vous trouvez sur le site même du Quai d'Orsay qu'elle appartient à l'Open Society de George Soros. C'est quand même assez fort de café. Et auparavant, elle dirigeait le German Marshall Fund pour la reconstruction, c'est-à-dire en fait des fonds de la CIA. Donc on a à la tête de ça une rapporteure allemande qui est en fait très très proche des intérêts américains et de la CIA, et un rapporteur français, Olivier Costa, qui lui-même travaille à l'université du Colorado et aussi au collège de Bruges, tout ça étant financé par des intérêts privés. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit en fait d'essayer d'accroître la mainmise des États-Unis sur leur glacis géopolitique en transformant l'Union européenne, c'était déjà dans le projet du traité de Maastricht, c'était déjà sous-jacent, en un véritable État fédéré. Alors, ça a des conséquences absolument incalculables dont les Français ne se rendent pas compte. Et tout ça, vous le notez bien, et dans leur dos. Les conséquences, c'est quoi ? L'abandon de la règle de l'unanimité. Alors, c'est vrai que la règle de l'unanimité mène à des blocages constants. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre à l'inverse ce que signifie l'abandon de la règle de l'unanimité dans quasiment tous les secteurs. Ça veut dire que si un jour, par exemple, il y avait une majorité d'États ultralibéraux dans l'Union européenne et qui décidaient, comme ça, par exemple, qu'on n'a plus le droit d'avoir une sécurité sociale avec des fonds d'État et que tout doit être privatisé, toutes les mutuelles médicales doivent être privatisées, eh bien, les Français pourraient se voir imposer par une majorité d'États membres de l'Union européenne la fin de la sécurité sociale. Enfin, je prends un exemple parmi 1000 autres. Donc, c'est en fait, au bout du compte, la fin de la démocratie nationale et quasiment la fin des États. Alors, je sais qu'il y a certains qui ont ergoté, vous exagérez, c'est pas la fin des États, vous exagérez. Non, ce n'est pas une exagération. Parce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1957, la construction européenne avance masquée, avance petit à petit, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, un démembrement de l'État-nation, vous avez toujours des sirènes qui sont là pour vous expliquer que ça ne change rien. Si, en fait, ça change tout. Il y a aussi le fait qu'il n'y aurait plus il y aurait plus de commissaire européen par État, que ce serait le président de la Commission qui déciderait lui-même de ses collaborateurs. Il y a aussi l'extension des pouvoirs de la Commission européenne à des quantités de nouveaux secteurs, notamment, par exemple, sur les droits des minorités sexuelles, les droits génésiques. Donc, c'est par exemple la GPA, la PMA, c'est aussi l'industrie, c'est aussi en fait de très très nombreux secteurs qui en fait échappent
au suffrage universel des Français, par exemple, pour s'agissant des Français. Et justement, on va en reparler de tout ça, de cette suppression de droit de veto. Mais alors, je voulais revenir sur cette idéologie fédéraliste de Guy Verhofstadt. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur qui il est, ce Guy Verhofstadt? Donc, il est belge, et lui, véritablement, il fait partie de cette frange fédéraliste qui prône une Union européenne fédéraliste. Alors, est-ce que au sein de l'Union européenne, il y a une sorte de bataille entre des gens plutôt fédéralistes et puis d'autres moins, ou alors véritablement c'est cette idéologie qui domine les institutions de l'Union européenne? Alors, Monsieur Verhofstadt, c'est un homme de 70 ans, même s'il se fait délibérément un look comme ça, avec des cheveux un peu moderne, comme s'il avait encore 25 ans. Il a 70 ans, il va partir à la retraite. Il a été Premier ministre de Belgique et ça fait 14 ans qu'il est député européen. Donc, il est réputé pour être un ultra fédéraliste. Il appartient au groupe centriste du Parlement européen, auquel appartient, pour ce qui concerne la France, par exemple, l'UDI, le MoDem. Donc, voilà un petit peu le topo. C'est quelqu'un qui est toujours mainstream. Il est ultra pro-Ukraine, ultra anti-russe. Il est donc ultra fédéraliste. Mais en fait, il ne représente pas grand monde, ce monsieur. En revanche, il est dans tous les médias. Alors, vous avez raison, tout le monde ne partage pas son point de vue, bien entendu. Il y a au Parlement européen un certain nombre d'oppositions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du vote de ce rapport, il y a la plupart des députés européens français qui ont voté pour ce rapport. Et ceux qui n'ont pas voté pour, c'est ceux qui ont voté contre. Il faut le leur reconnaître pour une fois. C'est le Rassemblement national et les Républicains. Et puis LFI avait voté pour, si j'ai bien compris, dans un premier temps. Puis finalement, ce serait ravisé, aurait voté contre. Mais enfin, ça veut dire que le Renew, par exemple, le groupe du président de la République, le Parti socialiste, les écologistes, etc. Eux, ils ont voté pour quelque chose dont les Français ne se rendent pas compte de l'importance, puisque à terme, ça revient en fait à vider complètement de sens les élections nationales. Alors justement, donc on va revenir sur ce rapport et notamment ce qu'a dit Guy Verhofstadt. Il explique que nous sommes actuellement pas préparés pour le monde plus brutal dans lequel nous sommes entrés, pas préparés non plus pour l'absolue nécessité d'une Union européenne élargie à 35 ou 37 États membres. Donc ce qu'on nous explique, c'est que finalement, plus il y a de membres dans l'Union européenne, moins les nations auront de pouvoir parce que plus ça peut bloquer les décisions unanimes. Oui, alors notez bien déjà que d'emblée, il part d'un principe, c'est que plus on serait nombreux et plus on serait fort. L'expérience montre exactement l'inverse d'ailleurs. C'est que le poids de la France elle s'est volatilisé au fur et à mesure des élargissements. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est quels sont les autres États qui devraient entrer. Il faut que les Français comprennent bien de qui il s'agit. C'est essentiellement les États de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord, qui sont concernés, et puis également l'Albanie, et puis aussi la Moldavie, qui est frontalière de l'Ukraine, et puis aussi l'Ukraine et la Géorgie, qui est la dernière dont on parle. La Géorgie, c'est très très loin. La Géorgie, c'est un État qui est à l'est de la mer Caspienne, de la mer Noire, et qui est un État du Caucase. État d'ailleurs, la Géorgie, qui est en fait dont deux provinces, la République d'Abkhazie et la République d'Ossétie du Sud, sont actuellement occupées par la Russie. Donc la Géorgie est un État en plus en conflit avec la Russie, comme l'Ukraine. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Albanie, je ne vous l'apprends pas, mais c'est aussi vrai de la Macédoine du Nord et de la plupart des États des Balkans, sont le foyer de purulence. L'Albanie, c'est tous les trafics. C'est les trafics de prostitution, les trafics d'enfants et de pédophilie, trafic d'armes, trafic d'argent, trafic de stupéfiants. Enfin, c'est incroyable. C'est un pays qui est tenu par des mafias et on veut faire entrer, enfin pas vous, pas moi, mais il a été décidé en haut lieu, c'est-à-dire en fait l'État profond américain, a décidé de faire entrer ce pays et les autres dans l'Union européenne. Alors vous savez à quoi ça me fait penser tout ça ? Et j'invite tous les auditeurs à y réfléchir. Et ça fait penser en fait à une fuite en avant et un mouvement de panique qui ressemble très exactement à ce qui s'est passé en fait dans les années 70 avec l'URSS. L'URSS ne fonctionne de moins en moins bien.
Mais les gens qui étaient au pouvoir, hein, les dirigeants, qui étaient d'ailleurs de plus en plus âgés, comme Monsieur Verhofstadt, qui à 70 ans prétend représenter la jeunesse du monde et du futur, eh ben c'était la même chose. On avait Monsieur Andropov, puis ensuite Monsieur Tchernenko, qui était à la tête du Kremlin. Et comme ça ne marchait pas, eh bien, pour prouver la justesse de l'idéologie de la construction du socialisme, on faisait entrer de plus en plus d'États dedans. Il y avait eu tout au long des années 70 l'entrée dans le camp socialiste, rappelez-vous, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, de l'Angola, du Mozambique, de la Somalie, etc., etc. Donc, on voulait prouver au monde la justesse. Ça s'est d'ailleurs terminé par l'invasion de l'Afghanistan, et là, ça a commencé à déraper sérieusement. Et les Soviétiques, à l'époque, le peuple soviétique se plaignait amèrement parce qu'ils voyaient qu'ils avaient de plus en plus de difficultés d'approvisionnement, que leur pays n'avait plus d'avenir en fait, que la pensée était totalement étouffée, et ils constataient aussi qu'ils dépensaient de plus en plus d'argent pour aller envoyer en Angola, au Vietnam, etc., de l'argent qui manquait cruellement, eh bien, à l'URSS elle-même, dont les infrastructures se dégradaient. Eh ben, on y est. C'est exactement la même chose. On est en train de dépenser des dizaines de milliards d'euros, par exemple, en Ukraine, alors que nous n'avons même pas eu les moyens d'entretenir nos routes, nos hôpitaux ou bien nos casernes de gendarmerie. Mais on a un peu de mal à comprendre, justement, parce vous décrivez évidemment la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine comme des États, alors on le sait, qui sont corrompus, qui sont plutôt pauvres. Donc on a envie de se dire, l'Union européenne n'a pas intérêt même à les faire rentrer dans l'Union européenne, parce que finalement ça va coûter de l'argent. Mais alors quels sont véritablement les intérêts ? Ce sont seulement des intérêts américains, ou il y a d'autres intérêts évidemment qu'on nous cacherait, ou en tout cas qui ne seraient pas dits? Il y a certainement des intérêts de grandes entreprises qui voient la bonne affaire dans le BTP, ou des entreprises d'armement qui se disent on va pouvoir en profiter. Mais fondamentalement, c'est quand même une vision d'ailleurs dont je voudrais souligner qu'elle est géopolitique d'origine américaine, mais qu'elle tourne à la folie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces réformes n'auront pas lieu en fait. Là, on discute on discute dans le vide. On est comme les coqs-cigrues de Rabelais qui bombinaient dans le vide. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans Pantagruel. C'est-à-dire que, en réalité, pour modifier les traités européens, il faut l'unanimité. Or, vous avez bien entendu des pays comme notamment les petits pays comme le Luxembourg, Malte ou Chypre, mais aussi des pays qui sont d'ores et déjà irrédents comme par exemple la Hongrie, la Slovaquie, maintenant les Pays-Bas, qui refuseront par exemple la fin de l'unanimité, parce que alors, eux, pour le coup, ils disparaissent complètement de la surface de la prise de décision. Donc en fait, il s'agit d'acclimater les populations, et il s'agit aussi de justifier derrière le financement dans ce qu'on appelle les fonds de mise à niveau. Donc ça justifie que l'on envoie énormément d'argent à tous ces pays pour des plus grands bénéfices de certaines entreprises, parfois qui sont d'ailleurs même pas européennes. Je rappelle que pour la Croatie, par exemple, un grand pont suspendu, financé par l'Union européenne, le marché a été attribué à une entreprise chinoise qui était moins-disante. C'est incroyable. Les Français dépensent en l'espèce, les contribuables français a dépensé des dizaines de millions d'euros via l'Union européenne pour aller faire construire par une entreprise chinoise un pont en Croatie. Il faut vraiment être dingue. Alors, moi, je voulais se focaliser un petit peu plus sur l'Ukraine, notamment parce qu'on a parlé des autres pays. L'Ukraine qui pourrait donc évidemment faire partie de l'Union européenne. Vous pensez justement que le conflit avec la Russie a accéléré l'adhésion de l'Ukraine donc à l'Union européenne, où justement on se dit que ça peut être une zone de conflit, de tension, et donc justement ça retarde cet élargissement, en tout cas cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Alors, vous avez deux visions. Vous avez Madame von der Leyen, qui est la représentante de l'oligarchie par excellence. Elle s'est rendue à Kiev pour la 6e fois il y a quelques jours. Elle a annoncé un 12e train de sanctions contre la Russie. En fait, les sanctions contre la Russie sont en fait des sanctions contre l'Allemagne, contre la France et contre les économies des pays de l'Union européenne. Tout l'a prouvé, l'économie russe se porte beaucoup, beaucoup mieux que l'économie française ou que l'économie allemande. Donc ça, c'est la vision jusqu'au boutiste, la fuite en avant, qui postule que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Mais qui fait fi de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que sur le front
de la guerre avec la Russie, les armées de l'OTAN sont tenues en échec. Là, on arrive vers l'hiver, et tout le monde sait que l'Ukraine est au bord de l'effondrement. Bon, alors la Russie, donc elle, patiemment tisse sa toile et est en train tout simplement est en train de gagner, ne serait-ce qu'avec les munitions. L'Ukraine manque de munitions alors que la Russie a fait un effort considérable et est fournie par la Corée du Nord. Alors, je signale par exemple que l'antithèse de Mme von der Leyen, c'est par exemple le Premier ministre Viktor Orban qui a fait pas plus tard qu'hier un discours, je ne sais plus dans quel cénacle c'était, mais enfin j'ai vu ça dans les informations, et Viktor Orban a pris le contre-pied exact de toutes les informations qu'on nous dit. Et notamment, il a dit exactement, nous sommes à des années-lumière de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'ores et déjà des consultations qui ont commencé entre des diplomates américains et des diplomates ukrainiens, où les États-Unis désormais ont fait savoir qu'ils allaient arrêter d'envoyer des fonds parce que le peuple américain se rebiffe et puis parce qu'on entre en année électorale aux États-Unis. Et donc les Américains ont fait savoir qu'ils diminuaient les fonds. Zelensky leur demandait 50 milliards de dollars, ils en ont apporté 100 millions, c'est-à-dire 0,2%. Et ils ont demandé justement qu'il y ait une négociation qu'on commence à voir ce qu'on va céder à la Russie. Or, la Russie a toujours dit que la paix, puisqu'elle va être victorieuse, se conclura selon ses termes, c'est-à-dire que la Russie conservera évidemment la Crimée et les républiques du Donbass. Le sort de la région d'Odessa, à mon avis, est en suspens, mais surtout la Russie exigera que l'Ukraine résiduelle s'interdise d'entrer et dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Alors justement, François Asselineau, vous êtes avec nous ce matin pour parler de ce rapport, le rapport de ce fédéraliste, du grand fédéraliste Guy Verhofstadt, on l'appelle. Donc 5 élus, 4 Allemands d'ailleurs, on pourrait en reparler de ces 4 Allemands. Et donc notamment là-dedans, il y a donc la suppression du droit de veto des pays dans les domaines où il existe encore d'ailleurs le droit de veto, parce que ça paralyserait véritablement donc les développements de l'Union européenne. Je cite notamment Guy Verhofstadt qui explique: nous réagissons souvent trop peu et trop lentement parce que nous sommes paralysés par l'exigence de l'unanimité et que le veto et le chantage soient devenus aujourd'hui une pratique courante dans l'Union européenne. Donc finalement, la suppression du droit de veto, c'est la fin de la pluralité d'opinions au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus y avoir véritablement de nations qui ne soient pas en accord avec la politique européenne décidée notamment par Guy Verhofstadt, qui, on le rappelle, n'est élu par personne. Oui, c'est ça. Quand on dit suppression du droit de veto, ça fait plutôt chic. Ça fait penser, vous savez, Louis XVI avait été caricaturé à la Révolution comme étant Monsieur Veto. Mais en fait, quand on dit suppression du droit de veto, ça veut dire suppression de la volonté des peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de s'enfoncer dans une dictature continentale. C'est l'URSS, c'est une nouvelle URSS où les peuples ne pèsent plus rien. La volonté des peuples ne pèse plus rien. Alors, on voit bien que tout ça est déraisonnable. On voit bien que partout, les mouvements anti-européens se développent. On l'a vu récemment avec Robert Fico, le nouveau Premier ministre slovaque, qui était interdit d'antenne, interdit des médias mainstream en Slovaquie, mais dont le parti est arrivé en tête et parce qu'il a fait uniquement sa campagne sur le terrain et avec les réseaux sociaux. On l'a vu avec les Pays-Bas, avec Geert Wilders et son parti qui sont arrivés en tête. Si vous me le permettez, de toute façon plus modeste, mais moi je le vois personnellement, je fais beaucoup de réunions publiques. On a des salles absolument combles. J'étais à Plébin, dans le Finistère, dans le centre Finistère vendredi soir. La salle était comble avec 200 personnes. J'étais ensuite, samedi après-midi, j'étais à Vannes. C'était un amphi de 310 places. Il y avait que quelques places manquantes. On était 270, 280 personnes. C'est quand même, j'aimerais savoir, est-ce que il y a beaucoup de responsables politiques qui, aujourd'hui, font autant de salles pleines quand ils se développent? Et on voit, le nombre des vues de mes vidéos qui augmente considérablement dans la perspective des élections européennes. Vous me permettrez d'ailleurs à cet égard d'appeler toutes les personnes qui m'écoutent à ne pas baisser les bras, parce que c'est ça ce que fait en fait l'objectif du rapport Verhofstadt et de ce vote du Parlement, c'est en fait un objectif d'intimidation des populations qui se double d'un objectif s'agissant d'un parti comme le nôtre, comme c'était le cas par exemple pour Robert Fico en République slovaque, de nous invisibiliser. Il y a un article du Monde qui est sorti il y a quelques jours qui met les têtes de liste aux élections européennes. Je n'y suis pas, alors qu'ils mettent des gens qui ne
qui ne sont pas tête de liste. Donc il y a une volonté des médias de cacher la possibilité pour les peuples de se rebeller. Alors chacun sa voix. Je ne me compare pas à Geert Wilders parce que lui, c'est quand même quelqu'un qui est quand même d'extrême droite. Je ne me compare pas à Robert Fico qui appartient à l'international socialiste. Chaque peuple doit trouver sa voie, mais on voit bien que l'édifice est en train de s'écrouler. Et il y a donc une espèce de course-poursuite, en fait, entre un édifice qui s'écroule et des gens qui veulent aller de l'avant. On est vraiment à la fin de l'URSS. Eh bien, écoutez, justement, on va en reparler. Il est 9h, c'est le bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil, puis on revient vers vous, François Asselineau, pour parler de nouveau de ce rapport Verhofstadt. Vue de haut. Alors, on prend du temps pour parler de ce rapport Verhofstadt, François Asselineau, parce que je pense qu'il est important, qu'il dit beaucoup de choses, notamment sur l'idéologie qui prime, qui domine dans l'Union européenne. Vous avez dit que c'était la fin de l'Union, de l'URSS que vous comparez, la fin de l'Union européenne que vous comparez à l'URSS. Vous avez parlé de la fin du droit de veto notamment, et puis je voulais vous avez parlé un petit peu donc de Orban. Je voulais vous parler aussi de Giorgia Meloni, et puis de plus récemment Monsieur Geert Wilders, donc aux Pays-Bas. Notamment cette une de Libération qui a parlé de la contagion. Je cite Libération, le parti islamophobe de Geert Wilders a remporté les législatives de mercredi aux Pays-Bas, renforçant la menace extrémiste planant sur l'UE. Et donc finalement, ce qu'on voit dans ce rapport de Verhofstadt, c'est face à cette menace, on explique que même si les nations choisissent des partis, alors on va dire plutôt eurosceptiques, ça ne changera rien parce que les nations auront de moins en moins de poids. Oui, c'est d'ailleurs, vous avez 1000 fois raison d'insister sur ce point fondamental, qui d'ailleurs n'est pas nouveau pour qui veut bien regarder la réalité et veut bien écouter les analyses que je fais. Parce que en 2016, lorsque Alexis Tsipras, qui était, paraît-il, l'extrême gauche, est arrivé au pouvoir en Grèce, tout le monde disait ça va être terrible, etc. Et j'avais été le seul à dire, mais non, vous allez voir, il ne va rien se passer, il va se plier au diktat de l'Union européenne parce qu'il veut rester dans l'UE et dans l'euro et dans l'OTAN. Et c'est ce qui s'est passé. L'extrême gauche, en fait, a fait une politique incroyable de démolition des services publics, de démolition des retraites. Le nombre de retraités qui se suicidaient a été multiplié par 2. Ils ont privatisé des quantités de choses. Tout ça pour le plus grand bénéfice des banques internationales. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, la Grèce a toujours un endettement public effarant de l'ordre de 170 ou 180% du PIB. On l'a vu ensuite avec Meloni. Lorsque Madame Meloni est arrivée au pouvoir, on a vu en France l'extrême droite ou la droite de la droite, comme on dit, c'est-à-dire le Rassemblement national, le Zemmour, mais aussi M. Dupont-Aignan, mais aussi M. Ciotti pour LR, qui ont dit c'est formidable, Madame Meloni, elle va enfin tout changer et tout redresser. Et puis à gauche, on avait un sketch du style venant de LFI ou venant du Parti socialiste ou de LV, c'était quelle horreur, c'est une émule de Mussolini, les fascistes sont aux portes du pouvoir, c'est ce qu'avait titré l'Humanité. Et j'avais été le seul à dire mais non, il ne va rien se passer. Parce que j'étais allé voir Madame Meloni, elle avait fait une alliance avec Berlusconi et avec Salvini de la Lega, et dans le texte de cette alliance, il était bien précisé que avec elle, l'Italie resterait dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, soutiendrait l'Ukraine, etc. Alors, Monsieur Geert Wilders, c'est pareil. Monsieur Geert Wilders, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est quelqu'un qui a des liens très étroits avec Israël. C'est quelqu'un qui donc joue le jeu de l'islamophobie maximale, et c'est quelqu'un qui a fait des alliances avec des partis qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de Néerlandais qui souhaitent sortir de l'Union européenne pour faire le Nexit, comme on dit là-bas, Néderlande et Exit. Rappelez-vous que lorsque les Français ont voté non en 2005, le 29 mai 2005, à la Constitution européenne, 2 jours après, les Néerlandais ont fait comme nous, mais il y a eu 62% de non. Et donc, Monsieur Geert Wilders, il arrive au pouvoir, mais tout de suite, le soir même, il a fait savoir finalement qu'il n'y aura pas de référendum sur le Nexit. C'est la raison pour laquelle nous disons que les électeurs doivent faire très, très, très attention à savoir ce que proposent exactement les gens. Je vois, tout le monde le sait bien, que Zemmour fait son discours politique qui tape constamment sur les immigrés et sur les Arabes, etc. Il a d'ailleurs été condamné pour provocation à la haine raciale. Mais en fait, lui, comme Monsieur Bardella,
ils veulent rester dans l'Union européenne. Or, et ça c'est quelque chose d'actualité qui s'est passé il y a quelques jours, dont personne n'a parlé dans la presse française. Figurez-vous, il faut que vos auditeurs le sachent, la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, c'est-à-dire notamment des problèmes migratoires, c'est une Suédoise, elle s'appelle Madame Ylva Johansson, elle a une 50aine d'années, elle est du Parti social-démocrate. Elle est allée à Madrid, elle a été reçue par le ministre de l'Intérieur espagnol, qui lui a remis la Grand Croix de la garde civile, elle a fait un discours devant c'était un colloque sur la migration légale. Et elle a dit très exactement ceci, ça c'est la politique de l'Union européenne, dont elle est la porte-parole. Elle a dit exactement ceci, l'an dernier, en 2022, il y a eu 3,5 millions de migrants qui sont venus s'installer légalement dans l'Union européenne et seulement 370 000 migrants illégaux. Et elle a dit, notre objectif, c'est d'augmenter le nombre de migrants légaux parce que l'Union européenne en a besoin et de diminuer le nombre de migrants illégaux. Donc, lorsque l'on focalise l'attention des populations et des Français, par exemple, sur le navire Océan Viking en Méditerranée, on se focalise sur 10% d'illégaux. Mais en réalité, il y a chaque année, 3,5 millions de migrants légaux. Ça veut dire en 17 ans, la population de la France, de nouveaux migrants qui vont arriver. C'est ça la politique de l'Union européenne. Et ça, je n'ai jamais entendu ni M. Bardella, ni M. Zemmour, ni M. Ciotti, ni M. Dupont-Aignan l'expliquer comme je viens de le faire. Si nous restons dans l'Union européenne, quels que soient les discours enflammés que certains auront pu faire, eh bien, nous aurons l'augmentation torrentielle de ces migrations. Alors, pour vous, c'est une sorte finalement d'opposition contrôlée par l'Union européenne. Donc, quand Libération parle de contagion, finalement, ce n'est pas tellement une contagion parce qu'ils n'auront pas de poids véritablement dans les institutions. Écoutez, ça fait 16 ans et demi que j'ai créé mon parti politique. Je peux vous assurer de quelque chose qui n'est jamais démenti. C'est une clé de lecture formidable. Dès qu'un parti politique, dès qu'on parle d'un parti politique dans les grands médias mainstream, quand on en parle constamment, même si c'est pour pousser des cris d'horreur, en fait, les médias le promeuvent, ils le font connaître. Pour Mélanie, il l'avait fait. En ce moment, c'est M. Bardella et le RN qui sont promus. On fait semblant, les médias font semblant de s'en indigner, mais en fait, ils le promeuvent. Parce que je pense que l'oligarchie s'est fixée comme objectif pour 2027 d'essayer de faire élire Édouard Philippe. Enfin, c'est difficile parce il a quand même été Premier ministre et les Français n'en veulent absolument pas. Donc, il y a des sondages bidouillés qui disent que ce serait l'homme politique préféré des Français, ce qui est totalement faux. Tout le monde peut le mesurer. Et qui s'inscrit complètement dans la ligne d'Emmanuel Macron pour une Europe fédérale. Voilà. Mais on ne m'enlèvera pas de la tête, c'est pas la première fois que je le dis, qu'ils ont en joker l'élection de Madame Le Pen pour que les Français soient absolument effarés, qu'il y ait une espèce de grand débat, qu'après les gens se disent c'est extraordinaire, on est en démocratie. Mais si les Français commettaient la sottise de voter pour Madame Le Pen en 2027, il ne se passerait pas ce que disent les gens qui disent ça serait terrible, ça serait la bête immonde. Non. Ça serait pas la bête immonde, ça serait rien. Ce serait Mélanie. Il ne se passerait rien. Et au bout de 6 mois, les Français se dirent, mince, alors, on s'est encore fait avoir. Et oui, parce que le seul parti politique qui dit la vérité et qui fait peur à l'oligarchie, c'est celui qu'on l'on cache. Pourquoi est-ce que je ne suis jamais mentionné nulle part, je ne suis jamais invité dans les grands médias, alors même que sur Internet, je fais des centaines de milliers de vues et même des millions de vues maintenant, c'est parce que nous avons la véritable solution et que comme je ne suis pas un extrémiste, comme je connais mes dossiers, comme j'ai une très grande expérience professionnelle dans les allées du pouvoir, eh bien, je suis ce qui ne doit pas exister. Il est donc important de promouvoir des fausses oppositions. Alors, je voulais vous parler aussi, parce qu'il en parle notamment ce rapport de l'armée européenne. Alors, je cite, une union de la défense comprenant des unités militaires, une capacité permanente de déploiement rapide sous le commandement opérationnel de l'Union. Alors, je cite toujours Guy Verhofstadt, nous n'avons
pas de temps à perdre. Il faut nous réveiller, a-t-il poursuivi, évoquant notamment l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis et qui ferait, je cite, perdre à l'Europe son parapluie nucléaire américain. Donc finalement, on est toujours dans ce narratif de la peur et de faire en sorte il faut une armée européenne fédérale pour être plus fort. Alors vous pensez que, évidemment, c'est une bonne chose ou que ça détruirait encore la souveraineté de la France en termes d'armement et en termes de politique étrangère? Ça serait la soumission en fait de la France à des forces étrangères, c'est-à-dire tout le contraire de l'objectif même de la construction de notre force de dissuasion nucléaire voulue ardemment par Charles de Gaulle. Mais je dirais c'est beaucoup plus grave encore, c'est que ce que M. Verhofstadt ne dit pas, ou peut-être ne sait pas, ou je pense qu'il le sait mais qu'il ne le dit pas, c'est qu'il y a un traité qui s'appelle le traité de Moscou qui a été signé en 1980 avec les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et puis l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est à l'époque. Et en vertu de ce traité, l'Allemagne s'interdit pour toujours d'avoir l'armement nucléaire. Et ce traité est surveillé par les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une armée européenne où l'Allemagne disposerait de l'armement nucléaire serait une violation flagrante du traité de Moscou de 1980, ce qui donnerait un motif pour Moscou éventuellement de nous déclarer la guerre à l'ensemble de l'Europe. Je rappelle qu'on est en train de titiller l'ours russe est quand même la première puissance nucléaire mondiale et qui n'est pas du tout, on nous l'a décrit pendant 1 an et demi comme si c'était une puissance de 3e zone. En fait, la Russie est en train de triompher d'une coalition de 30 États de l'OTAN sur un front de 1200 kilomètres. Et sans utiliser l'armement nucléaire. C'est quand même une puissance très importante. Et quand je dis ça, il y a des gens qui disent « Ah, ça y est, il reçoit des valises de Poutine ». Mais on peut pas avoir de débat intelligent en France. Aussitôt, on vous attaque en dessous la ceinture. Non, j'ai jamais reçu un seul copec de Poutine. Je m'en fiche pas mal. Je suis un homme libre. Je suis dans la lignée de Charles de Gaulle, dans la lignée au-delà de lui, de tous les Français depuis 1500 ans qui ont vu une France indépendante. Nous n'avons pas à subir les rêvasseries de M. Verhofstadt qui aurait pour objectif final de nous soumettre à la puissance allemande, qui est la puissance dominante en Europe, et de nous opposer à la Russie, qui doit au contraire être notre allié de revers, comme ça a toujours été le cas dans les grands moments de notre histoire, et comme ça a été le cas, par exemple, avec Normandie-Diemen pendant la Seconde Guerre mondiale, ou comme De Gaulle l'avait merveilleusement fait en 1966, en lançant la grande commission mixte franco-soviétique, et en lançant c'est lui, De Gaulle, qui avait inventé la politique de détente. Et qui, lui aussi, ne voulait pas donc ni être soumis aux Américains et vouloir aussi être allié aux Russes s'il le souhaitait, s'il le voulait. Ça, en tout cas, c'est des alliances qui n'auraient pas été validées donc, par l'Union européenne, sera encore plus difficile à pouvoir être tissé. Bien sûr, c'est la fin de toute notre indépendance. Puis vous voyez, c'est la fin c'est quoi la France? Ce que De Gaulle avait compris, c'est que nous ne sommes plus une grande puissance, d'accord, mais nous sommes une puissance moyenne et surtout, nous avions un magistère moral, un rayonnement international, une langue parlée sur tous les continents. Et De Gaulle avait compris que ça, c'était notre atout pour l'avenir, c'était d'être une autre voix de l'Occident. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous sommes, pour la France, ça doit être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Et c'est pour ça qu'il allait en Amérique latine, il allait au Mexique, il allait à Phnom Penh, etc. Il allait en Iran, partout, il déclenchait des foules en liesse qui approuvaient ce rôle de la France. Or, ce rôle de la France, actuellement, a disparu avec Macron, qui est évidemment à la solde des États-Unis, puisque ce sont derrière l'élection de Macron en 2017 et en 2022, vous avez une mainmise sur les médias et vous avez des forces qui l'ont catapulté avec une manipulation extravagante, en fait, des élections. Donc, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que la France redeviendra grande en sortant de l'Union européenne, mais elle ne va pas s'isoler. Et justement, elle aura des alliances avec le reste du monde. Et justement, là-dessus, en sortant de l'Union européenne, alors on l'a dit, le rapport de Verhofstadt, il vient notamment de cette idéologie fédéraliste qui a gangréné l'Union européenne, mais alors certains disent il faut aller dans les institutions européennes, pénétrer les institutions et proposer un contre-discours. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui veulent se battre pour ça, c'est-à-dire continuer finalement à avoir cette Union européenne, mais la pénétrer pour la changer de l'intérieur?
Oui, c'est la grande théorie. On va faire ça de l'intérieur. Je connais ça depuis des décennies maintenant. C'est des gens qui disent, j'entends derrière moi des gens qui disent oui, Asselineau il a raison, mais il est beaucoup trop franc, faut avancer masqué. Non, 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 ça marche pas comme ça, parce qu'on sort pas de l'Union européenne comme ça par inadvertance. C'est-à-dire que c'est un véritable choix très important qui doit être porté par tout un peuple. Les gens qui disent qu'on va influer de l'intérieur ne comprennent rien ou font semblant de ne pas comprendre quelles sont les forces agissantes. Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui ont préparé le rapport Verhofstadt, eh bien, c'est derrière, il y avait 12 personnes, 6 Français, 6 Allemands, qui ont été tous choisis dans des cénacles, le cercle Jacques Delors, le collège de Bruges, etc., l'Open Society, qui sont tous dans la main de l'État profond des États-Unis et des européistes de Bruxelles. Donc, vous n'avez de toute façon, nous avons 27 États dont les 27 intérêts nationaux sont contradictoires. Donc, la seule façon d'avancer là-dedans, c'est de détruire les intérêts nationaux, de ne plus en tenir compte pour faire avancer l'idéologie. Vous savez, c'est un petit peu comme si on avait dit, voilà, on va influer de l'intérieur en Union soviétique. Pourquoi l'Union soviétique s'est-elle désintégrée d'ailleurs? Ça, c'est intéressant. L'Union soviétique, elle s'est désintégrée parce que d'un seul coup, il y a eu Tchernobyl. C'est parti dans tous les sens. En ce moment, nous, on vit des Tchernobyl tous les jours. Hein. La situation de l'agriculture française, de l'industrie française, de la défense, de notre diplomatie, tout. On a des Tchernobyl tous les jours. Le nuage ne s'arrête pas aux frontières. Voilà, tout ça, ça s'est effondré. Et même les dirigeants ne savaient plus quoi faire. C'est ça qui est arrivé. Et c'est ça qui va arriver à l'Union européenne après cette fuite en avant pathétique, en fait, à laquelle on assiste. Bah écoutez, merci beaucoup François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR. Merci pour ces éclaircissements sur ce rapport Verhofstadt qui en dit long sur la politique de l'Union européenne et puis sur l'idéologie qui domine ces institutions. Merci à vous et à très vite.